Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Grégoire Kaufmann. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes écrivain, historien. Votre dernier texte vient de sortir chez Flammarion et il s'appelle L'Enlèvement. Il raconte de l'intérieur ce qu'on a appelé l'affaire des otages du Liban. Nous sommes au milieu des années 80. Plusieurs Français sont enlevés par différents groupes armés dans ce pays alors en pleine guerre civile. Parmi ces Français, il y a Jean-Paul Kaufmann qui est journaliste. Et Jean-Paul Kaufmann, c'est votre père. Nous sommes en mai 1985. Vous avez 11 ans. Il est enlevé alors qu'il vient d'arriver à Beyrouth pour une mission censée durer quelques jours. Pour l'événement du jeudi, et votre récit commence ainsi. Personne ne prévient votre mère. Oui, mon père devait partir pour un reportage qui devait durer une petite semaine. Et puis c'est vrai qu'il est arrêté sur la route entre l'aéroport international de Beyrouth et le centre de la ville, arrêté par un commando d'hommes en armes avec le chercheur Michel Serrat. Les services français, le Quai d'Orsay, sont assez rapidement mis au courant. Mais il faudra attendre plus de 48 heures pour que ma mère le soit également, dans la mesure où les services du Quai d'Orsay, et notamment du ministre des Relations extérieures de l'époque, Roland Dumas, avaient choisi d'organiser autour de cette disparition un blackout, estimant que tout allait pouvoir se jouer dans les premières heures et voire les premiers jours. Et c'est presque par hasard que ma mère apprendra cet enlèvement par un copain de l'AFP, avec cette consigne, surtout bouche cousue, garder le silence, ne pas prévenir les enfants, la famille. Et de ce fait, mon frère et moi l'apprendrons presque par hasard en écoutant la radio 4 jours après l'enlèvement de mon père. Votre père, vous l'avez dit, donc, a été enlevé en même temps que Michel Serrat, qui est chercheur au CNRS, enlèvement revendiqué par un groupe armé affilié au Hezbollah, qui s'appelle le Djihad islamique. On voit votre maman à l'époque, on vous a vu à l'instant, ainsi que votre frère Alexandre. Ça veut dire quoi? Ça a quelle réalité à ce moment-là pour l'ado que vous êtes? Moi, je suis en 6e, donc évidemment, c'est la plongée dans un monde assez vertigineux où tout d'un coup, le temps s'accélère avec des adultes en pleine fièvre, le téléphone qui se met à sonner encore et encore. Également, cette présence des médias, puisque ma mère, très rapidement, va faire le choix de la stratégie du pilonnage médiatique. Il faut parler des otages, il ne faut pas qu'on les oublie, puisque le silence mène au fatalisme ou à l'oubli. Alors, avec cette tension, ce dilemme qui va parcourir ces 3 années, faut-il en parler ou faut-il se taire? Alors, parler des otages, évidemment, c'est prendre le risque d'entrer dans le jeu des ravisseurs, c'est élever les enchères en quelque sorte, et cela, ma mère en avait bien conscience, mais a préféré la stratégie de la mobilisation permanente, puisque parler des otages, c'est peut-être élever les enchères, mais c'est aussi protéger leur vie. Et ça a été le choix mené par ma mère à ce moment-là. Alors moi, après, près de 35 ans plus tard, cette histoire était, pour moi, reposait dans un coffre dans lequel il y avait les archives du comité de soutien fondé par ma mère immédiatement après l'annonce de l'enlèvement. Et c'est en ouvrant ce coffre que j'ai découvert ce passé qui m'a sauté à la figure et cette époque de ma préadolescence percutée par la tragédie. Et c'est en découvrant ces archives extrêmement riche que j'ai choisi en tant qu'historien, puisque je suis en quelque sorte le historien et j'étais surtout le seul historien de la famille, et j'avais envie d'utiliser ces archives pour composer un récit autour de mes souvenirs d'adolescent. Également faire vivre l'action de la mobilisation médiatique, c'est aussi une histoire des médias, et puis enfin faire vivre la grande histoire, puisqu'on est dans ces années 80, ces années électriques, avec une société qui change à toute allure. Et donc on voit bien effectivement que vous tentez de vivre votre vie d'ado avec des préoccupations d'ado, le collège, les filles, les copains, et cette histoire-là qui vous attrape et qui vous happe dans les malles que vous découvrez, dans lesquelles il y a ces archives du comité de soutien. Il y a des lettres que se sont échangées votre père et votre mère. D'ailleurs, ça paraît fou. Aujourd'hui, on voit mal un otage pouvoir correspondre avec sa famille. Est-ce que vous connaissiez ces lettres? Est-ce que vous en connaissiez le contenu? Elles sont
Elles sont magnifiques, ces lettres, elles sont assez bouleversantes. Oui, j'en avais gardé de vagues souvenirs, mais évidemment, ce qui était intéressant, c'était de confronter mes souvenirs aux archives que j'avais sous les yeux en tant qu'historien. Quelques lettres, pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a quelques lettres qui passent, quelques cassettes aussi, cassettes vidéo qui sont terribles, puisque mon père y apparaît très fatigué, très déprimé, se sentant abandonné, le visage émacié. Quelques lettres, quelques cassettes, mais bon, c'est une longue nuit, en fait, à laquelle nous, on est confrontés, et lui-même aussi, il sombre dans une longue nuit, puisqu'on n'a quasiment aucune nouvelle de lui pendant 3 ans. De votre récit, on retient surtout donc la ténacité de votre mère, qui, vous le disiez, qui a remué ciel et terre pendant 3 ans pour tenter de faire libérer votre père. Elle était gynécologue, très engagée, féministe, de gauche. Elle avait gardé son nom de jeune fille par conviction féministe. Elle s'appelle Joëlle Brunerie. Elle prend celui de votre père, Kaufmann, pour tenter de le sauver. Au bout d'un moment, vous dites que Pierre Desproges dit d'elle « Elle me fait penser à une autre femme que je connais qui a un cancer, qui va guérir parce que la mort, comprenez-vous, j'ai pas que ça à faire. » Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle et ses amis, ceux qui vont organiser la gîte propre, la mobilisation, font partie d'une génération. C'est cette génération qui a 40 ans au début des années 1980. Ce sont souvent d'anciens 68ards qui ont donc un sens de l'engagement militant, qui ont un savoir-faire militant et qui, durant les années 70, ils ont beaucoup milité. Certaines viennent des chapelles maoïstes, voire trotskistes. Ma mère, elle, a traversé les mouvements féministes. Elle a eu un rôle important au moment de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est une militante qui avait l'habitude, évidemment, un peu de l'exposition médiatique et surtout comment on fait pour mobiliser l'opinion, quoi. Et donc ces quadragénaires assagis, on est au moment où François Mitterrand installe un gouvernement pragmatique. C'est le moment du tournant social libéral de la rigueur, on renonce un peu aux utopies révolutionnaires, aux rêves de changer la vie. Et la bande de copains qui entoure ma mère, c'est un échantillon un peu de cette génération un peu revenue de l'ivresse idéologique des années 1970, mais en même temps ils ont gardé cette habitude de faire de la gîte propre, et en fait ils vont reprendre du service en quelque sorte et reconvertir et réinvestir tout leur savoir-faire militant dans la lutte pour la libération des otages français au Liban, avec encore une fois cette stratégie de mobilisation médiatique. Il faut mobiliser les politiques, il faut surtout mobiliser les médias, et là les journalistes ont joué un rôle très important. C'est aussi pour ça que cette histoire est intéressante au regard de l'histoire des médias, de l'histoire de l'image, puisque on est dans ce monde des années 80. Tout d'un coup, c'est le règne de l'immédiateté qui surgit, le règne du tout info. Ça commence à ce moment-là, durant les années 80. Et l'affaire des otages français au Liban en est aussi l'expression. Et donc cette stratégie de mobilisation médiatique, elle sera menée donc pendant 3 ans. Elle sera souvent d'ailleurs très critiquée par certains qui disaient encore une fois, il ne faut pas parler des otages, on entre dans le jeu des ravisseurs. Mais ma mère a tenu bon, considérant que c'était la seule stratégie efficace et pour hâter le jour de leur libération. Ouais, elle ne ménage pas sa peine. Elle a X rendez-vous avec les autorités politiques de l'époque. Elle vous emmène réveillonner à Beyrouth. Vous passez donc les fêtes dans une ville dans laquelle se trouve votre père. On imagine un moment compliqué dans la vie d'un ado avec votre père. Oui, l'idée c'était en décembre 1985. Je suis né le jour de Noël, donc j'ai fêté mes 12 ans dans ce Beyrouth en pleine guerre civile. L'idée c'était évidemment de faire acte de présence par rapport à mon père. On pensait peut-être que ses ravisseurs par la radio peut-être allaient lui faire passer le message qu'on était en effet sûrement pas loin de l'endroit où il était détenu. Et puis l'idée c'était aussi un coup médiatique, puisqu'il fallait inviter les médias à couvrir le plus possible le déplacement de la famille Kaufmann à Beyrouth, qui allait y réveillonner. Et c'est vrai que moi je garde les souvenirs de ces tirs d'artillerie la nuit là, depuis la fenêtre de l'hôtel où on était avec mon frère. Je me rappelle de ce pays en guerre, et donc tout d'un coup c'était aussi une confrontation très directe avec ce que c'était que la violence de guerre et la brutalisation de la société libanaise, à laquelle moi-même à 12 ans j'en avais aucune idée de loin depuis Paris, quoi. Donc c'était un voyage qui a quand même durablement marqué nos souvenirs. On imagine. Vous avez toujours cru qu'il allait revenir, y compris quand on annonce la mort de Michel Seurat en détention en 86. Alors, évidemment, nous, on était des ados, donc il y avait aussi le discours des adultes, le discours de ma mère, et évidemment, qui se tentait d'être rassurant. Et c'est vrai que jusqu'à l'annonce de la mort de Michel Seurat en mars 1986, on pensait que, évidemment, ils allaient revenir, et surtout qu'on ne pouvait pas les tuer. Or, tout d'un coup, la mort s'invite dans le débat, et les critiques formulées à l'égard de ma mère vont se faire de plus en plus nombreuses, puisque
le discours de ma mère, c'était de dire parler des otages, c'est protéger leur vie. Or là, les ravisseurs annoncent l'exécution de Michel Seurat. Or, on saura bien plus tard, quand mon père reviendra, il nous expliquera qu'en fait, Michel Seurat est mort de maladie lorsqu'il était dans ses geôles avec mon père, et que les ravisseurs ont théâtralisé en quelque sorte sa mort en la présentant comme une exécution avec une mise en scène très macabre de Michel Seurat dans son linceul, etc., etc. Parce que les ravisseurs aussi se plaisaient à jouer sur les nerfs de l'opinion publique, avec aussi cette théâtralisation en fait de l'horreur. Vous le disiez, effectivement, cette affaire correspond à un moment où le rapport à l'information a changé. On est dans l'immédiateté. En dépit des efforts de votre mère, vous n'avez pas pu être mise à l'écart de tout ça. Vous avez été dans ce bain médiatique, y compris au moment de la libération de votre père, qui intervient quasiment 3 ans, jour pour jour après son enlèvement. On va voir les images. Vous êtes au pied de l'avion. Pas du tout même de moment d'intimité. Votre père, c'est le 3e à descendre de l'avion. Et c'est votre frère Alexandre, voilà, c'est lui là. Et c'est votre frère Alexandre qui court vers lui. J'attends que l'image arrive. Voilà, il a un moment de recul. Et ce moment de recul dit absolument tout du temps qui vient de s'écouler. Oui, il a quitté 2 enfants, il se retrouve 2 ados, en fait. Évidemment, 3 ans sont écoulés. Mais pour en revenir à ce que vous soulignez, oui, évidemment, il y a eu cette exposition médiatique. Encore une fois, c'était la stratégie choisie par le comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann. Et il y a eu, à la fois de la part de ma mère, la volonté de nous protéger un petit peu, parce qu'il y avait aussi des vautours qui traînaient autour du comité. On garde de très mauvais souvenirs, par exemple, de Paris Match, qui nous avait volé des photos. Enfin, il y avait aussi ces oiseaux de proie qui essayaient d'instrumentaliser la souffrance des familles d'otages. Donc, ma mère était toujours partagée entre cette volonté de nous exposer un petit peu médiatiquement pour la cause, et puis cette volonté aussi de nous mettre en retrait. Mais il est vrai que la médiatisation était douloureuse, et c'est aussi ce que j'essaie de faire revivre dans le livre, c'est que malgré tout, la vie continue, et qu'on menait notre vie scolaire d'ado avec nos premières amoureuses, nos premières booms, etc., etc., avec quand même un contraste assez saisissant entre notre condition familiale unique et singulière et terrible, et puis l'impératif de discipline, et puis les contrôles de maths. Oui, vous naviguiez entre le djihad islamique et les contrôles de maths. Les versions latines. Dit votre mère, et les versions en latin. C'était aussi une manière pour moi, avant toute chose, de faire revivre la décennie 80. Je pense que justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc au milieu des années 80, c'est les années Mitterrand, 86, c'est le début de la cohabitation. Le cynisme, on a l'impression qu'on rentre dans un moment de cynisme politique absolu, d'ailleurs pas forcément, qui a plutôt été en défaveur du sort de votre père et des autres otages. Oui, parce qu'il y aurait eu, il y a un faisceau d'indices qui indique qu'à la fois la gauche et à la fois la droite ont tenté d'instrumentaliser cette affaire à quelques jours des élections pour retarder à chaque fois la libération des otages. Une première fois en mars 1986, juste avant la cohabitation, une dernière fois en mai 88, juste avant l'élection présidentielle, qui allait voir François Mitterrand commencer un second mandat. Il y a eu donc ce cynisme politique, et en même temps il y a eu un formidable soutien de la part des politiques, puisque ma mère a toujours tenté de réunir autour de son combat toutes les sensibilités politiques. Donc on avait à la fois autour du comité des personnalités comme Jacques Chaban-Delmas, comme Lionel Jospin, Simone Veil et Georges Marchais, donc c'était assez éclectique. Et je souligne d'ailleurs dans le livre le rôle et la fidélité et la solidarité des communistes, en fait. C'est les derniers feux de la sociabilité communiste. Il y a encore un maillage associatif territorial, une solidarité, quelque chose d'enveloppant comme un cocon communiste qui était toujours présent autour de ma mère à une époque où les communistes traversent une période difficile de leur histoire, puisque d'élection en élection, en fait, ils vont un peu d'échec en échec, et la gauche de gouvernement tire un peu sur l'ambulance avec une forme de ricanement assez pénible. Et j'ai aussi voulu rendre hommage dans ce livre à la ferveur, à l'engagement et la fidélité des communistes, même si on pouvait évidemment leur reprocher beaucoup de choses par ailleurs. En tout cas, ils ont toujours été présents. Ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours soutenu ma mère. Et j'avais des souvenirs, on allait à la fête de l'UMA, et je raconte ça dans le livre avec Georges Marchais qui nous prend dans ses bras, avec ce côté très, très, très affectueux et qui faisait du bien. Ouais, vous racontez aussi une après-midi passée à l'Élysée un 14 juillet, je crois. Beaucoup de noms qui surgissent du passé dans ce livre que vous signez, Grégoire Kaufmann, L'enlèvement, on l'a compris, où l'intime se mêle à la grande histoire. Un récit d'ailleurs que votre père, ni votre mère, ni votre père n'ont jamais fait, je crois. D'ailleurs, duquel votre père
dans lequel votre père a dit qu'il avait appris beaucoup de choses, de l'histoire dont il avait été privé, et forcément. Merci beaucoup, d'être venu nous en parler ce matin. L'enlèvement, donc, qui est sorti chez Flammarion. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet. À tout de suite.